Simbad le marin était un légendaire marchand de Bagdad. Les contes qui relatent ses aventures existent depuis des siècles. Il y a plus de 1000 ans, lui et ses semblables naviguaient vers des royaumes fabuleux. Ces explorateurs arabes partaient en quête des richesses du lointain Orient. Ils parcouraient 10 000 kilomètres en plein océan. Mais leurs exploits n'ont jamais été prouvés, jusqu'à aujourd'hui. Une découverte inopinée a eu lieu dans les eaux périlleuses au large de l'Indonésie. Le fond de la mer est couvert d'or, d'argent et de céramique. Ces trésors témoignent apparemment d'une culture de navigation mondiale plus précoce qu'on ne le pensait. Il pourrait révéler les secrets de 2 anciens mondes fabuleux et le destin des marins courageux qui osaient relier ces 2 mondes. Il y a 11 siècles, un équipage international de marins entame un voyage périlleux. Ils retournent chez eux depuis la Chine, où règne la dynastie Tang. Ils emportent des céramiques et des objets très rares, en or, créés par des artisans chinois et convoités par le reste du monde. Durant des siècles, la Chine a fait commerce avec l'Occident par voie terrestre, par la célèbre route de la soie. Toutefois, vers la fin de la dynastie Tang, cette route devient trop dangereuse. Selon la légende, des marchands arabes créent une route maritime de la soie. Leur vaisseau est rempli d'articles précieux fabriqués en Chine. Ces hommes espèrent que le périple les rendra plus riches qu'ils ne l'ont jamais rêvé. Encore faut-il qu'ils réchappent aux caprices des océans. Ils ont voyagé en toute sécurité depuis le Moyen-Orient jusqu'en Chine. Lors du retour, ils prennent une décision fatidique. Ici, au large des côtes indonésiennes, la baie fourmille de récifs à tel point que les vieux marins la surnomment la baie perfide. Pour des raisons qu'on ne découvrira sans doute jamais, le capitaine choisit tout de même cette route. C'est un pari perdant. Son navire et ses trésors disparaissent au fond de la mer, à jamais. Enfin, pas tout à fait. L'île Belitung, en Indonésie, 11 siècles plus tard. Tilman Walterfang a été attiré dans la région à la fin des années 90 pour y chercher un trésor perdu en mer. Ingénieur dans son Allemagne natale, Walterfang a toujours été passionné par l'art ancien. Il se rend en Indonésie pour faire de fabuleuses découvertes. En 1998, il reçoit une information qui va bouleverser sa vie. Des pêcheurs locaux ont trouvé un tas de céramique sur le fond marin. Selon les motifs, elle semble avoir été fabriquée entre 600 et 900 de notre ère, dans la Chine de la dynastie Tang. Si cela se confirme, la découverte est d'une valeur inestimable. La chasse au trésor est une activité qui génère des millions de dollars en Indonésie. Walterfang sait que dès que la nouvelle se répandra, d'autres chasseurs se jetteront sur l'épave. Lui et son équipage doivent faire au plus vite.
Walter Fang sécurise toute la zone. Elle est située autour de Batu Hitam, le rocher noir, un récif qui a très mauvaise réputation. Nous sommes à la verticale d'un récif corallien appelé Batu Hitam. Le vaisseau a coulé à 150 mètres d'ici. Nous sommes à plus de 3 km des côtes de l'île Belitung. Lors de sa première plongée, Walter Fang descend à 17 mètres. Sous un tas de corail, il distingue une épave qui n'a pas encore été fouillée. En découvrant les premiers objets, j'étais très excité en réalisant qu'ils n'avaient pas été touchés depuis plus de 1000 ans. J'ai senti ce qu'on éprouve quand on met au jour la tombe d'un empereur ou l'entrée d'une pyramide. Pour diriger les fouilles, Walter Fang engage Mike Flecker, un archéologue marin originaire d'Australie. Le bateau était entièrement enfoui. Les sédiments s'étaient accumulés au-dessus de lui pendant 11 siècles. Les structures en fer étaient colonisées par une multitude de coraux. Le bateau était donc enseveli sous une grande quantité de sédiments et de coraux. Sous la couverture de coraux, d'innombrables jarres remplies de bols, d'assiettes, de vases et de bijoux. Les archéologues remontent 60 000 objets. La plupart sont en céramique. Mais il y a aussi de précieux objets en or, en argent et en bronze. Le bateau mesure environ 22 mètres de longueur et il fait entre 7 et 8 mètres de largeur. On a pourtant découvert une quantité colossale de jarres dans l'épave. Je n'arrive pas à comprendre comment ils ont pu entasser tout ça dans ce petit bateau. Walter Fang et Flecker prennent conscience que la découverte est exceptionnelle. Il n'y a aucun document, aucun rapport archéologique qui parle de ce bateau. Personne ne connaît son existence. Aucun archéologue n'a entendu parler d'une épave de ce type et datant de cette époque nulle part dans le monde. D'anciens rapports stipulent que des flottes arabes ou perses traversaient les mers asiatiques. Mais aucun de ces bateaux n'a jamais été découvert. La plupart des épaves se sont désintégrées après avoir passé des siècles au fond de la mer. Cette épave est couverte d'une épaisse couche de sédiments qui a empêché les vers marins de s'attaquer au bois. Chaque élément du bateau est une preuve potentielle de l'existence de la route maritime de la soie. L'inscription gravée sur un miroir de bronze nous livre un indice. Fondu une centaine de fois dans la ville de Yangzhou, sur le fleuve Yangtze, en décembre 758. Ce trésor provient de la Chine de la dynastie Tang. Mais Flecker est impatient de situer l'âge et l'origine du bateau. L'analyse au carbone 40 permet de dater les fragments de bois entre 700 et 900 de notre ère. À l'époque, seuls les Arabes et les Indiens construisaient des bateaux de ce type pour naviguer sur mer. Les fragments de bois fournissent des indices fiables pour déterminer l'origine du bateau. Nous avons envoyé un échantillon de ce fragment de bois à différents spécialistes et d'après leurs analyses, il s'agit de l'espèce Afzelia africana. Le bois du doucier est très dur. Il était très apprécié des Arabes pour la construction navale. Cette essence pousse en Afrique de l'Ouest, depuis le Sénégal jusqu'en Ouganda. Si ce bois provient d'Afrique, il est très probable qu'il ait été transporté vers un pays comme le Yémen ou le sultanat d'Oman, et que le bateau ait été construit là-bas. La position de la coque sur le fond marin permet à Flecker et à ses collègues de déterminer la forme du bateau.
La structure du bateau est celle d'un boutre, un bateau arabe traditionnel. 20 mètres de longueur, 2 mâts de même taille. Ces cales sont entassées d'objets divers. L'équipage vit et travaille sur l'espace disponible sur le pont. C'est un point de référence absolu. C'est le boutre le plus ancien jamais mis au jour. On ne s'attendait pas à une telle découverte. C'est un bateau arabe. On n'en a jamais trouvé au Moyen-Orient. Ici, on est dans les eaux indonésiennes. C'est stupéfiant. Nick Birmingham est archéologue nautique. Il a consacré sa vie à recréer l'univers des marins du Moyen-Âge. Mike Flecker lui envoie les indices récoltés à partir des fragments de bois. Comme bon nombre de bateaux de la région, le boutre est construit sans utiliser le moindre clou. La coque est entièrement cousue à la main. Il doit y avoir 200 000 points de couture. Il y avait un joint entre les planches. On perçait un trou à 2 cm de chaque côté du joint. Les trous étaient distants de 4 cm. Ce système de couture complexe maintient fermement ensemble les planches de la coque, même dans une mer démontée. De l'écorce de papier était insérée entre les planches et derrière les cordes pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans la coque. L'avantage avec les bateaux aux planches ligaturées, c'est que lorsqu'ils subissent des dégâts importants, on peut défaire les ligatures, remplacer les planches défectueuses et refaire les ligatures. Alors qu'avec les bateaux cloués, c'est beaucoup moins facile de défaire les planches. On ne peut pas les retirer et les remettre en place comme ça. L'histoire de l'épave commence à s'ébruiter. Timan Walter Fang cherche un abri pour la précieuse cargaison. Pour les plus sceptiques, la découverte semble trop fabuleuse pour être vraie. J'ai envoyé des échantillons à différents spécialistes dans le monde. À vrai dire, au début, personne ne voulait me croire. Même les meilleurs spécialistes trouvaient que c'était trop beau pour être vrai. Les experts ont du mal à croire que tous ces objets proviennent d'un seul et même bateau. On accuse même Walter Fang d'avoir falsifié les artefacts. Mais les marchands d'art sont impatients d'acquérir les meilleures pièces pour les mettre sur le marché. De célèbres marchands d'art sont venus me voir pour choisir les plus belles pièces. Les grandes maisons de vente aux enchères étaient intéressées aussi. Des personnes de mon entourage m'ont conseillé de vendre pièce par pièce aux enchères. Finalement, je me suis dit qu'il était de mon devoir de préserver tout ce trésor, de ne pas éparpiller ces preuves du passé. La valeur des artefacts de l'épave Tang est bien supérieure à la valeur de l'or et de l'argent. Si la cargaison est éparpillée, l'histoire du bateau ne sera jamais retracée. En entrant dans la salle, je savais que ces pièces avaient une valeur, mais je ne me rendais pas compte à quel point. Plus tard, en observant la réaction des divers spécialistes étrangers, j'ai commencé à voir autrement les objets les plus simples. Aujourd'hui, je dirais que la valeur du trésor diffère selon les personnes. Pour les artistes, il s'agit d'objets d'art et de design simples et élégants, vieux de 11 siècles. Pour les historiens, c'est le morceau de puzzle qui manquait pour résoudre diverses énigmes historiques. La découverte du boutre permet de corriger l'histoire du commerce transocéanique. Pour l'heure, on ne sait rien des marins de ce bateau, ni de leur destination finale. Qui pouvait effectuer un périple de 10 000 km en mer pour ramener un trésor? Dans les 1001 nuits, Simbad et son équipage sillonnent les mers du monde pour acheter des produits rares et faire fortune en les revendant dans leur pays. Qui étaient les véritables explorateurs du IXe siècle? Simbad et son équipage ont-ils vraiment existé?
Quand on relit les 7 contes de Sinbad, on découvre que le héros est à la fois un capitaine et un marchand. C'est lui qui dirigeait tout ce qui se passait à bord du bateau. Il devait avoir un esprit d'aventure. Il devait aimer les risques. Il investissait toute sa fortune dans ce périple. Mais les bénéfices réalisés devaient être colossaux. Le capitaine est très probablement un marchand arabe ou perse. Il vend tout ce qu'il possède pour payer le voyage. Il achète un bateau et engage des marins dans l'espoir que ce périple le rendra plus riche. Le capitaine recrute des hommes à chaque étape. Il est très probable que les bateaux faisaient commerce dans le sud-est asiatique, engageaient des marins indonésiens, malais et thaïlandais, et même chinois, bien que les Chinois n'aient jamais eu le pied marin. Hormis le capitaine, l'homme le plus important à bord est le navigateur. L'équipage compte sur lui pour conduire le bateau en Chine. Sa connaissance des étoiles et des océans garantira leur survie durant les 12 mois qui suivent. Le navigateur était l'homme le plus important après le capitaine. Il était parfois même l'égal du capitaine en termes de hiérarchie à bord. La vie de l'équipage dépend des qualités du navigateur et des vents de mousson. En se basant sur les contes de Simbad le marin, le périple du Boutre pourrait commencer dans le golfe Persique au mois de septembre ou d'octobre. Les vents de mousson du nord-est poussent le Boutre à travers la mer d'Oman jusqu'au sud de l'Inde. Le bateau poursuit vers l'Indonésie et passe par le détroit de Malacca. Finalement, si le Boutre franchit sans encombre les récifs coralliens d'Indonésie et les tempêtes de la mer de Chine méridionale, il atteint la côte orientale de la Chine. À bord, les conditions sont pénibles. Le Boutre est conçu pour le commerce et rien d'autre. Les marchandises sont mises à l'abri dans les cales. L'équipage vit, mange et travaille sur le pont. Un cube en bois rempli de sable fait fonction de four. Les hommes se nourrissent de poissons séchés, rarement frais, et d'eau stockée pour les longues étapes à travers l'océan. Il est possible que le manque de place empêche les régimes de faveur. Le capitaine et le navigateur mangent avec l'équipage. L'unique privilège du capitaine est un abri en feuilles de palmier. C'est à la fois sa cabine et ses quartiers pour toute la durée du périple. La plus grande partie de l'équipage devait dormir à l'avant, sur le pont. Il n'y avait pas d'aménagement dans la cale pour eux. Les hommes dormaient tous sur le pont. Il y avait d'un côté le capitaine et le navigateur, et de l'autre un groupe de rustres, des gars bourrés de muscles qui s'occupaient des voiles. Les marins travaillent sans répit. Les eaux tourmentées de l'océan Indien mettent à mal la structure en bois du Boutre. On possède une description assez fidèle grâce à un vieux parchemin. On lit notamment que 2 hommes équipés de récipients passent leur temps à écoper l'eau qui s'infiltre dans le bateau. L'écopage était une activité permanente à bord des Boutres, parce que l'eau s'infiltrait continuellement dans le bateau. L'équipage doit aussi régulièrement entretenir les voiles cousues à la main. Les coutures se déchirent facilement au cours d'une tempête. Mieux vaut perdre une voile que risquer de briser un mât. Quelques objets personnels retrouvés sur le fond marin livrent un aperçu du quotidien de l'équipage. Un dé en os
sans doute utilisés pour des paris. Les jeux permettent de mieux supporter les heures interminables passées en mer. Un autre objet illustre la rudesse de la vie à bord. Dans une mer démontée, les blessures sont fréquentes. Les maladies guettent aussi l'équipage. Le navigateur brûle de la résine aromatique pour soigner un malade. La résine est toujours intacte, 11 siècles plus tard, dans l'épave du Boutre. Voici la résine en question. On a juste trouvé 2 morceaux à bord de l'épave. Voici un texte écrit par un savant chinois qui s'appelait Tao Ming. Cette résine était utilisée contre l'air vicié, les génies, les démons dans les entrailles et le mauvais sang, pour repousser le choléra contagieux, pour soulager la douleur d'un vent violent, contre les émissions involontaires des mâles. Cette résine réchauffe aussi les reins et guérit le blocage des menstruations et les saignements postnatals. Cette résine est un remède très polyvalent selon ce texte. L'encens est très parfumé, mais il n'a aucun effet thérapeutique. Les décès à bord sont communs. Le capitaine récite la prière de deuil du Coran. Le corps est enveloppé dans un linceul blanc avant d'être glissé dans la mer. Quand le capitaine perd des hommes en route, il doit trouver de nouvelles recrues dans les ports où il fait escale. Après avoir navigué une année entière, les survivants atteignent enfin leur destination. Le capitaine et ses hommes ont navigué près de 10 000 kilomètres pour atteindre la ville chinoise de Yangzhou. Pendant des siècles, la fortune de Yangzhou a été assurée par sa position sur le Yangtze. La cité alimentait en marchandises les régions enclavées du nord. Aujourd'hui, Yangzhou évoque toujours l'atmosphère de frontières inconnues, comme à l'époque quand elle était la porte d'accès aux richesses de la Chine. Le port de Yangzhou est très important pour le pays. Aujourd'hui, il est toujours aussi actif qu'il y a 1000 ans. C'est ici que tout le commerce avec les étrangers s'effectuait à l'époque. Il y avait des bateaux arabes, indiens, perses et tout type de bateaux chinois. Cette ville était cruciale pour la route maritime de la soie. Le trafic intense qui a lieu aujourd'hui est très représentatif de l'ambiance qui régnait ici il y a 1000 ans. On peut même comparer Yangzhou aux villes américaines de Las Vegas et de New York. La cité est à la fois un centre de commerce et de divertissement. Au IXe siècle, Yangzhou propose tous les produits convoités par le monde occidental. La Chine s'enrichit à l'époque grâce à un volume d'exportation impressionnant. Mais certains dignitaires Tang se méfient des étrangers. Les idées nouvelles leur semblent dangereuses. Les marins étrangers doivent rester dans le port. L'accès de la cité leur est interdit. Les fonctionnaires Tang font office d'intermédiaires. Toutes les transactions doivent passer par eux. Le capitaine est séquestré à Yangzhou. Il ne peut se déplacer librement dans la cité. Les Chinois avaient une aversion pour les coutumes étrangères à l'époque. Mais plus les étrangers étaient nombreux à jurer loyauté envers l'empereur de Chine, plus l'empereur était considéré comme le véritable fils des cieux. Comme les autres marchands arabes, le capitaine est à la fois diplomate et homme d'affaires. La cour des Tang lui demande peut-être d'apporter des cadeaux précieux dans des royaumes voisins. En échange, il est autorisé à acheter des trésors dont ses clients en Arabie raffolent. De la porcelaine chinoise, des objets en or et en argent, et des épices.
Au IXe siècle de notre ère, l'Occident est avide des richesses naturelles en provenance de la lointaine Asie. Des plantes rares comme l'anis sont très convoitées par les grands royaumes marchands du sud-est asiatique, tels Java et Sumatra. Durant les fouilles marines, le plus intriguant, c'est qu'à plusieurs endroits, il y avait de grandes quantités d'anis étoilé. Ces condiments originaires de Chine ont résisté de façon incroyable sous la couche de sédiments anaérobiques. Le capitaine vend sans doute des condiments chinois dans le sud-est asiatique et des marchandises asiatiques en Inde. Et tout ce qu'il peut ramener en route, il l'écoule chez lui au Moyen-Orient. En s'arrêtant dans de nombreux ports, il rentrera au pays avec de nombreuses richesses et tant d'histoires qui enrichiront ses récits d'aventure à l'étranger. Au mois d'octobre, le capitaine décide de quitter la Chine. Pendant qu'il prie, l'équipage emballe les objets précieux dans des ballots de paille et dans de grandes jarres. Les cales sont remplies à ras-bord de marchandises. Le capitaine espère que les vents seront favorables, que lui et ses hommes reviendront sains et saufs chez eux. Quand les vents de la mousson changent de direction, ils soufflent du nord-est et poussent le boutre vers le sud, en direction de l'Indonésie. Comme à l'aller, la survie du capitaine et de l'équipage dépend du talent du navigateur. Pour la mission cruciale qui lui incombe, le navigateur dispose de peu d'outils. À cette époque, les compas magnétiques et les cartes fiables n'existent pas. Pour ne pas dévier de la route, le navigateur se fie aux étoiles et à différents repères. Les navigateurs prélevaient des échantillons de vases à différents endroits et les analysaient. Ils déterminaient l'espèce des oiseaux et des animaux marins qu'ils observaient ou capturaient en chemin. Ils exploitaient différentes sources d'informations. Ils naviguaient avant tout en se basant sur les étoiles, mais ils utilisaient un tas de trucs à côté. Le navigateur dispose d'un outil très apprécié des marins arabes. La nuit, il calcule la latitude grâce au kamal qu'il tient face à l'horizon. Le kamal est un rectangle en bois relié à une corde terminée par un nœud de référence et qui permet de mesurer l'alignement avec l'étoile polaire. C'est un système relativement imprécis. Quand la mer est déchaînée, on ne distingue plus l'horizon. Et quand le ciel est couvert, les nuages cachent la position des étoiles. La moindre erreur et le bateau est perdu à jamais avec sa précieuse cargaison. Dix années ont passé depuis que Tilman Walterfang a entamé les fouilles de l'épave au trésor au large de l'île Belitung. La récupération, le nettoyage et l'étude des artefacts ont coûté plusieurs millions d'euros. C'était une tâche absolument démentielle. On n'avait pas du tout prévu que la conservation et l'étude prennent autant de temps et reviennent aussi cher. Alors que Walterfang continue de chercher un acheteur disposé à acquérir les 60 000 pièces, chacune d'elles doit être dessalée, nettoyée et libérée de sa couche de coraux vieille de 11 siècles. Et j'ai appris qu'il a vendu tout ce qu'il possédait pour avoir suffisamment d'argent pour récupérer toutes les pièces du boutre. Tout autre chasseur de trésors aurait vendu les plus belles pièces et ne se serait pas soucié de préserver cette collection de 60 000 pièces. Tilman Walterfang finit par trouver un client. Le gouvernement de Singapour s'engage à acheter toute la collection.
Le prix est fixé à 32 millions de dollars. Un record pour de l'art asiatique. Le trésor du bateau sera étudié comme une seule et même collection. Un jour, le public pourra découvrir le trésor du Boutre tel qu'il était à l'origine. Après avoir été englouti par les flots il y a 11 siècles, le trésor est entreposé dans une salle sécurisée à Singapour. Ces deux rangées de vitrines renferment 1600 aiguières. Elles représentent une infime fraction de tous les objets trouvés dans l'épave de l'île Belitung. En réalité, on a mis au jour 60 000 objets en céramique dans l'épave. Ici, vous ne voyez que deux rangées de vitrines. En tout, il y en a 27 pleines de céramique. Il est peu probable qu'il s'agissait d'un voyage ordinaire de commerce au IXe siècle. Cette cargaison était absolument unique. Les Chinois ne disposaient pas chaque année de 60 000 objets de cette qualité. Ce type de voyage devait se faire tous les 20 ans. Cette cargaison est donc vraiment unique. Il ne devait pas y en avoir souvent. Ces céramiques destinées au marché étranger sont une fenêtre ouverte sur le passé pour les spécialistes. Chaque jarre était remplie de dizaines de bols, d'assiettes et de coupes identiques. Certaines portent l'année de fabrication, 826 après Jésus-Christ. Une preuve que le commerce se pratiquait déjà à grande échelle à l'époque. Les artisans chinois peignent même des motifs islamiques pour satisfaire au goût des clients arabes. 3 assiettes sont décorées de motifs mésopotamiens, peints avec des pigments de cobalt originaires d'Iran. Les historiens étaient convaincus que les Chinois n'avaient pas commencé de fabriquer ce type d'assiette avant le XIVe siècle. Le trésor du Boutre nous apprend que la Chine les vendait déjà aux étrangers 500 ans plus tôt. Ce trésor nous apporte de nouvelles connaissances. Toutefois, après un séjour de 11 siècles dans l'eau salée corrosive, nombre d'objets sont très endommagés. Andreas Rethel, responsable de la restauration, reconstitue patiemment les artefacts. Certains sont sous forme de fragments, d'autres sont enchâssés dans des coraux. Voici à quoi ressemble l'argent quand on le sort de la mer. La structure est totalement corrodée. Elle casse à la moindre pression. On doit manipuler ces pièces avec beaucoup de précaution. Bon nombre d'objets sont entièrement enveloppés de coraux. Il est alors impossible de déterminer leur forme. Les restaurateurs ignorent où s'arrête la couche de corail et où commencent les contours de l'objet. Les rayons X révèlent la beauté de l'objet incrusté et offrent de précieuses informations aux conservateurs. Les rayons X nous aident énormément. Quand on regarde cet objet, on a du mal à déterminer l'étendue de la corrosion en profondeur. Grâce aux rayons X, on sait exactement où commence l'objet. On découvre la surface originelle. Les plus belles pièces du trésor de Belitung témoignent de l'art le plus raffiné de la Chine de l'époque. Cette aiguière à tête de serpent en porcelaine mesure 1 mètre de hauteur. Un bracelet en or, une assiette en or, un gobelet octogonal en or, une flasque en argent décorée d'un couple d'oiseaux, symbolisant peut-être l'amour,
Un cadeau de mariage, peut-être. L'ampleur de cette collection Tang est sans précédent. Le trésor du Boutre permet de réécrire l'histoire. La découverte de l'épave et de son trésor Tang est à la fois un mystère et un rêve. Il va nous falloir plusieurs décennies d'études pour découvrir toutes les réponses aux questions que soulève cette découverte. Le professeur Shi Dongfang a accès à la chambre forte où les objets les plus précieux sont enfermés. Voici un détail intéressant. Pourquoi le svastika a-t-il été gravé sur ce plat? Ce symbole était rarement utilisé à cette période. Ce détail m'intrigue beaucoup. On retrouve ce symbole sur diverses porcelaines et poteries. Sa présence remet en question certaines idées scientifiques. Voici une hypothèse. Il se peut que ces artefacts aient été spécialement fabriqués pour l'étranger. Il se peut qu'un client étranger ait commandé la fabrication de ces objets en Chine. Ce plat en or est-il une commande d'un marchand arabe ou d'un roi javanais? Ou bien s'agit-il encore d'un cadeau offert par un dignitaire Tang à un roi étranger? Ce miroir en bronze est le seul de ce type jamais découvert. Il mesure 21 cm de diamètre et il est décoré de 4 créatures mythologiques chinoises. Le tigre, la tortue, la licorne et le phénix. Ce qui nous intrigue, c'est la raison pour laquelle ce miroir finement ciselé se trouvait à bord de ce bateau qui a coulé. Un grand nombre de miroirs en bronze ont été mis au jour en Chine, mais jamais un comme celui-là. L'empereur Tang offrait des miroirs pour l'anniversaire des hauts dignitaires ou pour récompenser de loyaux services. Pourquoi offrait-il des miroirs? Ce geste avait un sens très particulier. Un membre officiel de la cour se devait d'être honorable et intègre. Or, un miroir réfléchit celui qui regarde dedans, n'est-ce pas? Ce gobelet en or est un des objets les plus remarquables. Il est absolument magnifique. Il a 8 faces. Ce design est rarissime en Chine. Quand on observe les 8 personnages, on remarque que chacun d'eux est en train de danser ou tient un instrument. La posture des danseurs est typique de la culture du Moyen-Orient. Dans la Chine de la dynastie Tang, les aptitudes artistiques requises pour fabriquer ce type d'objet sont transmises de génération en génération. Un apprenti orfèvre met alors 4 ans avant de maîtriser les bases de son métier. Seuls les plus talentueux sont capables de ciseler un gobelet en or pur comme celui-ci. Il pèse 624 grammes. Peut-être s'agit-il d'un présent de l'empereur chinois à un roi du Moyen-Orient. Le capitaine arabe a peut-être reçu l'ordre de la cour Tang d'escorter les présents en or jusqu'à un empire voisin. Je ne pense pas que de simples marchands ou de simples marins avaient le droit d'emporter un tel artefact en or à bord de leur bateau. Il devait s'agir d'un capitaine, pas d'un simple marchand. Ces objets sont bien trop précieux pour être confiés aux premiers venus. À l'époque, les autorités chinoises limitent l'exportation des réserves d'or du pays. Nous ne saurons sans doute jamais pourquoi ce boutre transportait autant de richesses. Le capitaine s'adonne-t-il au commerce illégal? Ou bien a-t-il été soudoyé par un riche marchand pour sortir ses objets en douce de la Chine? Un homme prêt à payer une fortune pour exhiber les plus rares trésors de Chine. Nous ne le saurons sans doute jamais.
Une chose est sûre, l'étude de toutes les pièces du trésor prendra des années. J'entends les réflexions des spécialistes du monde entier quand ils viennent ici pour admirer cette collection. À travers leurs yeux, nous avons pris conscience que ce trésor a une valeur inestimable. Un jour, j'ai dit à quelqu'un à Singapour, « Je vais devoir consacrer toute ma vie pour étudier tout ça. » Elle s'est retournée vers moi avec une expression très grave et m'a dit « Il va falloir plusieurs vies pour l'étudier en détail, plusieurs générations. » Alors que des historiens affluent pour découvrir le trésor, les scientifiques cherchent des indices sur le destin du bateau et de son équipage. À la mi-octobre, le boutre chargé du trésor navigue depuis la Chine vers le Moyen-Orient. Soudain, le bateau bifurque vers Java, situé plus au sud, dans la direction opposée. Les spécialistes ne s'expliquent pas pourquoi le capitaine a pris cette décision qui se révélera fatale. Vers où se dirige-t-il? On l'ignore. On l'a retrouvé au large de l'île Belitung, loin de la route qui passe par le détroit de Malacca et le sud de l'Inde pour rejoindre le Moyen-Orient. Peut-être se sont-ils vus contraints d'attendre la levée des vents favorables pour pouvoir rentrer chez eux. Peut-être ont-ils été forcés de s'arrêter pour attendre la fin d'une tempête. Nick Birmingham pense que le capitaine n'a pas eu le choix. La mousson peut être très violente selon les années. Des nuages noirs à perte de vue, des pluies incessantes. Et donc, durant des jours entiers, on ne profite d'aucune visibilité. Ces vents ne sont pas destructeurs, mais ils sont trop puissants pour pouvoir aller là où on veut. Ces marins ne pouvaient pas se battre contre ces vents. Ils étaient condamnés à aller dans leur direction. Voilà peut-être la situation qui les a obligés à descendre vers l'île de Belitung. Ils ne savaient peut-être pas où ils étaient, ou ils le savaient trop bien et devaient être très angoissés. Peut-être que Belitung était le poste de péage le plus proche et que le capitaine était obligé d'y passer pour payer des taxes locales. Ou bien que le bateau naviguait depuis un mois et qu'il n'avait plus d'eau potable ni de nourriture à bord. Il n'était qu'à 1500 mètres de la côte. Peut-être qu'il pêchait. On a retrouvé des poids pour les filets de pêche, ce genre de choses. Peut-être qu'il refaisait le plein de vivres. Quelle que soit la raison de leur détour, l'équipage du boutre navigue dans une zone très dangereuse. Ils sont encore à des milliers de kilomètres de chez eux, en pays étranger. Savent-ils qu'ils se trouvent dans la baie Perfide ? L'équipage du boutre au trésor a tout misé pour revenir via l'Indonésie. On ne saura jamais pourquoi. Mais cette décision conduit au désastre. Quand ils sont arrivés dans les eaux indonésiennes, il est très probable que le barreur ou le navigateur, ou les deux, n'avaient jamais navigué dans la mer de Chine méridionale. C'est une mer très dangereuse. Il faut connaître par cœur la localisation de tous les récifs. Savoir naviguer et se repérer en mer, c'est une chose. Connaître le fond marin, c'en est une autre. En continuant sa route vers le sud, en longeant Sumatra, le boutre doit s'aventurer dans le détroit de Gaspar, qui sépare l'île de Belitung de l'île de Bangka. Même aujourd'hui, les pêcheurs préfèrent éviter ce détroit. Le long de cette côte, jusqu'à 5 km vers le large, les récifs coralliens sont partout. C'est un passage très dangereux. Ces eaux peu profondes exigent de manœuvrer avec d'immenses précautions. Quand le soleil scintille sur l'eau, ou que les nuages bouchent la visibilité, même un pilote local pourrait ne pas repérer un récif. Peut-être que le capitaine a décidé de faire du cabotage le long de la côte de Belitung pour éviter les récifs qui étaient plus au large.
La nuit, le boutre s'arrêtait et l'équipage attendait le lendemain avant de se remettre en route. On postait alors une vigie en espérant que le soleil ne s'attirait pas trop sur l'eau, sans quoi la vigie ne distinguait pas grand-chose. Dans cette région, il est bien trop dangereux de naviguer quand il fait mauvais ou bien la nuit. Il est impossible de repérer les récifs, de même quand il pleut. La région est parfois balayée par des vents très violents. J'imagine que ce boutre aussi chargé devait être très difficile à manœuvrer à travers ces récifs, surtout par mauvais temps. Il navigue à 3 km environ des côtes pour ne pas accrocher le fond dans les eaux peu profondes. Mais l'équipage du boutre ignore un autre danger, aussi imprévisible que fatal. Si une tempête furieuse et violente se lève, ils n'auront pas le temps de se mettre à l'abri. Plus au nord, face à Sumatra, il y a des tempêtes surnommées Sumatra, qui se lèvent en quelques secondes et qui durent 1 heure, 1 heure et demie. Les vents atteignent en un clin d'œil 40 nœuds. Parfois, on les sent arriver par l'odeur. Ça ressemble à l'odeur du sable humide. On n'a pas le temps d'amener les voiles. Le bateau chavire aussitôt. Ils sont passés au-dessus d'un récif suffisamment profond. Mais la quille a heurté le récif sous l'effet violent des vagues. Et le ventre du bateau a été déchiré. Le boutre a poursuivi sa route, entraîné par ses voiles, et il a coulé rapidement. Si ce scénario s'est produit, l'équipage a-t-il eu le temps de réagir? Le vent pousse le boutre vers le récif. L'équipage se dépêche pour amener les voiles. Il fait son possible pour ralentir le bateau. Mais il est trop tard. Ces hommes qui ont survécu aux dangers de l'océan Indien et de la côte d'Arabie sont-ils condamnés? Le boutre qui transporte un véritable trésor n'est-il pas suffisamment robuste pour franchir la baie perfide? Toujours est-il que le bateau n'a même pas le temps de se briser en plusieurs morceaux. Il coule par 17 mètres de profondeur. Aucun reste humain n'a été retrouvé après ce séjour de 11 siècles au fond de l'eau. Il se peut que quelques marins aient réussi à regagner la côte. Le secret du boutre est resté enfoui dans les eaux de Belitung pendant plus de 1000 ans. Le destin de ce bateau est inouï, tout comme le fait d'avoir retrouvé ce trésor archéologique. Ce n'est pas juste un texte qu'on peut interpréter de différentes façons. Ce sont des objets qui couvrent le fond marin. Ils sont bien réels. La route maritime de la soie nous fait découvrir que les sociétés de l'époque entretenaient des relations constantes, qui leur permettaient de s'enrichir mutuellement et aussi de mieux se comprendre. C'est grâce à ça que les sociétés ont pu se développer à travers l'histoire. Cet incroyable voyage a sans doute été l'un des derniers de ce type. Au milieu du 9e siècle de notre ère, le règne de la dynastie Tang est anéanti par des guerres intestines. Les relations entre les musulmans et les Chinois se dégradent. Il est probable que les bateaux arabes et perses ne tentent plus de se rendre en Chine. Le commerce direct entre la Chine et le monde arabe est interrompu. Bientôt, il ne reste que des légendes d'un âge lointain où les échanges maritimes étaient florissants, jusqu'à la découverte du boutre. Ce bateau témoigne d'une des routes maritimes les plus importantes au Moyen-Âge et des hommes courageux qui ont donné naissance à la légende de Simbad le marin.